Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, le premier enregistrement qu'on va faire aujourd'hui concerne le cours de base de données MIP-IS4. Et on va commencer par là où on s'est arrêté dans les cours présentiels, à savoir le modèle relationnel. Dans cette partie, donc on avait traité jusqu'à présent, on avait traité les bases de données en général, les systèmes de gestion de bases de données, le rôle, les dépendances, etc. Et puis on a étudié le modèle entité-association. Et à la fin, je vous ai dit que le modèle entité-association, c'est un modèle qui reste quand même abstrait, c'est un modèle qui n'est pas implantable. Maintenant, on va passer à la partie suivante, la troisième partie, dans laquelle je vais essayer de présenter le modèle relationnel, qui est un modèle qui est implantable sur ordinateur. Le plan de cette présentation sera comme suit. On va commencer par une introduction dans laquelle je donnerai quelques aperçus sur le modèle relationnel. Et puis on va définir les concepts et on va définir ce qu'on entend par les dépendances fonctionnelles entre les attributs et puis les règles d'intégrité pour optimiser notre base de données. Et en fin de compte, on va parler des formes normales pour la décomposition des relations. Donc, le modèle relationnel, c'est un modèle qui a été développé en 1970. La partie théorique du modèle a été développée en 1970 et il est resté théorique jusqu'aux années 80, jusqu'à la découverte du premier système de gestion de bases de données relationnelles. C'est à partir de ce moment que les bases de données relationnelles se sont développées. Et actuellement, il occupe une grande place, même si les bases de données orientées objets sont en train d'apparaître, mais le modèle relationnel reste toujours le plus utilisé. Le schéma relationnel est l'ensemble des relations qui modélisent un monde réel. Donc, on va essayer de prendre une réalité et on va essayer de l'implanter sur ordinateur. On va essayer de travailler dessus. Les relations représentent des entités du monde réel, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler sur des choses qui sont imaginaires, mais on va travailler sur des réalités, et, comme des personnes, des étudiants, des objets, etc. Ou les associations, c'est-à-dire les liens qui existent entre ces entités. Ces relations peuvent être soit matérielles, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut toucher comme les étudiants, comme ils peuvent être immatérielles, comme les modules, etc. Il y a plusieurs nominations pour ce modèle. On peut l'appeler modèle logique de données, on peut l'appeler modèle logique de données relationnel, on peut l'appeler modèle relationnel de données, on peut l'appeler modèle logique relationnel de données, etc. Donc c'est un modèle, et il a plusieurs nominations, ça dépend des utilisations qu'on va en faire. Le but, c'est que le MCD, comme je viens de dire, n'est pas un modèle qui est implantable sur ordinateur, donc on doit passer vers un modèle qu'on peut implanter sur notre machine. Il est obligatoire donc de transformer son modèle en dès qu'on effectue un passage du modèle conceptuel de données, comme j'ai dit, qui est un modèle abstrait, vers un modèle logique de données ou bien un modèle relationnel qu'on peut implanter sur un ordinateur. Les avantages du modèle relationnel, c'est que la représentation est très simple. On peut représenter les entités ou bien les relations sous forme de tables. Ces tables-là sont implantables sur ordinateur. On peut se baser sur des opérations relationnelles telles que l'algèbre relationnelle qui reste un peu mathématique et du langage assertionnel. Il y en a plusieurs, on va voir tout à l'heure, si on a du temps, un de ces langages. Et puis, en plus de ça, on a deux choses qui sont très importantes dans le modèle relationnel. On a l'indépendance physique et l'indépendance logique. C'est-à-dire, quand je suis en train de travailler sur une base de données quelconque, je ne m'intéresse pas à où elle est implantée, cette base de données. Je travaille, par exemple, si je travaille sur mon adresse email, je ne vais pas m'intéresser où est-ce qu'elle est implantée, cette adresse email. Ça, c'est l'indépendance physique. L'indépendance logique, c'est que je peux changer les vues, je peux venir et changer les vues sans avoir à changer, si vous voulez, tout ce qui est installé, c'est-à-dire les bases de données elles-mêmes. Et puis, il y a le maintien de l'intégrité grâce, si vous voulez, aux contraintes d'intégrité qu'on va voir tout à l'heure. On va commencer notre définition du modèle relationnel par définir les différents concepts de ce modèle. On va commencer par définir qu'est-ce qu'on entend par le domaine, qu'est-ce qu'on entend par une relation, qu'est-ce qu'on entend par les NUPLE, qu'est-ce qu'on entend par les attributs, ou bien ce qu'on appelle les champs, ou bien ce qu'on appelle les propriétés, etc. On va définir qu'est-ce qu'on entend par le schéma d'une relation.
et puis le schéma d'une base de données, et puis on va voir une représentation complète de la base de données. Qu'est-ce qu'on entend par le domaine? Le domaine, c'est un ensemble de valeurs atomiques d'un certain type sémantique. Le principe est le suivant. Lorsque nous étudions par exemple les mathématiques, nous nous intéressons à un certain nombre d'ensembles. On s'intéresse à l'ensemble N, l'ensemble Z, l'ensemble Q-long, l'ensemble R et l'ensemble C. Mais réellement parlant, est-ce que ce sont les seuls ensembles qui existent dans la nature? Eh bien non. Il y en a d'autres. Je peux définir d'autres ensembles, par exemple l'ensemble des CNE, l'ensemble des noms de famille, l'ensemble des prénoms, l'ensemble des sexes, qui contient par exemple deux éléments mâles, femelles, etc. Un exemple, c'est le nom de la ville. Par exemple, je peux définir un ensemble qui est, ou bien un domaine que j'appelle le nom de la ville, Rachidia, Rabat, Casa, par exemple. C'est un ensemble. C'est un ensemble qui a des caractéristiques qu'on va voir après. Les domaines sont des ensembles de valeurs possibles dans lesquels sont puisées les données. Eh bien, le principe est le suivant. Quand je prends une table quelconque, je prends la table étudiant. En fait, la table étudiant, elle contient par exemple le CNE, le nom, le prénom, etc. Eh bien, pour chaque étudiant, les informations de cet étudiant ne sont qu'une ligne du produit cartésien de l'ensemble des CNE par l'ensemble des noms, par l'ensemble des prénoms, etc. D'accord? Une caractéristique, c'est que deux ensembles quelconques peuvent avoir les mêmes valeurs, bien que sémantiquement différents. Par exemple, je prends l'ensemble qui contient les numéros d'étudiants. Les numéros d'étudiants, je peux les numéroter par exemple de 1 à 2000. Mais en même temps, je peux prendre l'ensemble à 2020. Je peux prendre l'ensemble des années et je peux les numéroter de 1 à 2020. Ce sont deux ensembles qui contiennent les mêmes données, bien que sémantiquement, ils sont différents. Qu'est-ce qu'on entend maintenant par une relation? Et c'est ça, si vous voulez, la base du modèle relationnel. C'est un sous-ensemble du produit cartésien de plusieurs domaines. R, une relation quelconque, ou bien une table quelconque, il est incluse dans le produit cartésien du domaine 1 avec le domaine 2 avec le domaine N. Ces domaines-là, ce sont des ensembles. Par exemple, ici, la table étudiant, la relation étudiant est incluse dans le domaine des CNE multiplié par le domaine des noms, multiplié par le domaine des prénoms, etc., jusqu'à ce que je prenne les informations dont j'ai besoin. N est appelé le degré de R. Des exemples, les domaines, il y a le nom de l'étudiant par exemple, il y a le prénom de l'étudiant, il y a la date de naissance, le nom du sport, etc. La relation étudiant est incluse dans l'ensemble des domaines de nom d'étudiant multiplié par le prénom, multiplié par la date de naissance. C'est-à-dire produit cartésien de ces trois domaines. Même chose pour les autres. Qu'est-ce qu'on entend le n-uplet? Un élément d'une relation est un n-uplet de valeur, tuple en anglais. C'est-à-dire, lorsque je prends la relation étudiant, c'est-à-dire la table étudiant, chaque étudiant est un n-uplet. Chaque étudiant est un n-uplet. La définition, il y a une définition prédicative d'une relation, c'est qu'une relation peut être considérée comme un prédicat à une variable, c'est-à-dire comme une fonction, ou bien comme à une variable. Donc, la définition est la suivante. Θ de x, y, z est vrai lorsque x, y, z appartient à la relation R. Θ de x, y, z est vrai lorsque, si seulement si, x, y, z appartient à la relation. C'est-à-dire, pratiquement parlant, θ de x, y, supposons que la fonction, ça concerne l'étudiant. Θ de CNE, le nom, le prénom est vrai lorsque le CNE et le nom et le prénom appartiennent à la même personne. Ils appartiennent à la même personne. Les attributs. Chaque composante d'une relation est un attribut. Ce qu'on a appelé, dans le modèle entité-association, les propriétés. C'est ce qu'on avait appelé les propriétés. Le nom donné à un attribut doit être porteur d'un sens. C'est-à-dire que je ne vais pas travailler avec des variables x, y, z, ni avec autre chose, mais chaque attribut doit avoir un sens. Par exemple, nom de l'étudiant, nom étudiant. Je dois donner un sens à cette information. Il doit être généralement, ce n'est pas une obligation différente de domaine, et plusieurs attributs peuvent avoir le même domaine. Par exemple, le nom et le prénom peuvent provenir du même domaine. Par exemple, la relation trajet est incluse dans nom de ville fois nom de ville. Mais
le nom de ville ici avec le nom de ville ici ce sont les mêmes domaines. Parce que la ville d'arrivée d'aujourd'hui sera la ville de départ de demain. La première, ici, c'est la ville de départ et la deuxième, c'est la ville d'arrivée. Mais la ville d'arrivée d'aujourd'hui constitue la ville de départ de demain, donc elles doivent avoir le même domaine. Le schéma d'une relation. Le schéma d'une relation est défini par son nom et la liste des attributs qui la composent. On schématise comme ça. Relation A, qui contient les attributs A1, A2 jusqu'à AN. Chaque attribut AI provient du domaine DI. Par exemple, étudiant, nom, prénom, date de naissance. Inscription, nom, étudiant, sport. Trajet, ville de départ, ville d'arrivée. On parle de deux notions qui sont très importantes dans les relations. On parle de ce qu'on appelle l'extension et on parle de ce qu'on appelle l'intention. Sur le plan pratique, l'extension, ce sont les valeurs qu'on met, ce sont les attributs qu'on met dans la relation à un moment bien déterminé. Ce n'est pas très important. Par exemple, je peux dire, donnez-moi la liste des étudiants de l'année 2019. Et puis, je vais demander la liste des étudiants de l'année 2020. C'est la même chose sur le plan structure, mais sur le plan extension, ce n'est pas la même chose. Donc, l'extension d'une relation correspond à l'extension d'une relation correspond à l'ensemble de ces éléments, les NUPLE. Ce n'est pas très important. Dans la pratique, ce n'est pas très important parce que ça change tout le temps. Le terme relation désigne une extension. L'intention d'une relation correspond à sa signification. Si jamais je vais sur la table étudiant, ce que je vois ici, c'est l'intention de la relation. Si j'enlève la date de naissance, je ne suis plus dans la relation étudiant, mais je vais créer une autre relation qui provient, c'est vrai, de l'étudiant, mais ce n'est pas la même. Donc l'intention d'une relation correspond à sa signification. C'est ce qu'on appelle le schéma de la relation. Le schéma de la relation ne change pas. Si je change le schéma, je change la relation. Le schéma d'une base de données correspond à différents schémas de relations qui composent la base de données. Donc le schéma d'une base de données est défini par l'ensemble des schémas de relations qui la composent. Notez la différence entre le schéma de la base de données qui dit comment les données sont organisées dans la base, et c'est ce que nous intéresse. C'est ce que nous intéresse le plus, et l'ensemble des NUPLE de chaque relation qui représentent les données stockées dans la base. Les données stockées dans la base sont des données instantanées. D'ailleurs, on les appelle des instances, c'est-à-dire des données qui peuvent changer à n'importe quel moment. Comment concevoir maintenant un schéma relationnel approprié? Voilà des représentations. Lorsque je regarde ici, ce que vous voyez, les colonnes représentent l'intention et les lignes représentent l'extension. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont les colonnes. Sur quoi on va travailler dans ce cours, c'est surtout sur les colonnes. On ne pourra jamais trouver deux lignes qui sont identiques. On ne trouvera jamais deux lignes qui sont identiques, c'est-à-dire un étudiant ne sera jamais inscrit deux fois en même temps. Voilà les colonnes qui nous intéressent. Ça représente l'intention de notre relation. Voilà des exemples. La relation personne. Donc, vous avez l'intention sur le nom, le prénom et les données. Et chaque élément correspond à l'extension de notre relation. Voilà comment on représente une relation sur le plan pratique. Donc ici, je travaille avec Access. Donc on déclare le premier attribut, le deuxième, le troisième, le type de ces données. Et puis si on a des descriptions à ajouter à côté, on a des descriptions à ajouter. Et ici, les caractéristiques telles que la taille, le format, etc., le masque de saisie, tout un ensemble de données qui vont venir avec la pratique. Et puis, on va définir un élément spécial qu'on verra tout à l'heure. Voilà, maintenant c'est l'affichage de l'extension. Ici, vous avez l'intention de la relation, vous avez l'intention, la définition de la relation, et ici, on a l'extension de la relation. On a des boutons avec lesquels on peut circuler, on peut changer, si vous voulez, les éléments. Qu'est-ce qu'on entend maintenant par les dépendances fonctionnelles? On va essayer de définir maintenant petit à petit les éléments qui constituent une relation. Dépendance fonctionnelle, soit R, une relation qui contient les attributs A1, A2, A3 jusqu'à AN.
et que constitue donc, on a le schéma de la relation. Soit X et Y, 10 ensembles de A1, A2 jusqu'à AN. C'est-à-dire que X et Y sont des éléments de R. Ils peuvent être un attribut ou bien un ensemble d'attributs. Ça dépend des situations. On dit que Y dépend fonctionnellement de X et on écrit X flèche Y si à chaque valeur de X correspond une valeur unique de Y. Par exemple, le CNE détermine le nom. Le CNE détermine le prénom. Le code de module détermine le nom de module et son coefficient. D'accord? On écrit X détermine X, Y, ou bien on dit directement X détermine Y. Un exemple, prenons la relation produit qui contient le numéro de produit, le nom du produit et le prix unitaire. Le numéro du produit détermine le nom et le prix unitaire. Un autre exemple, la note. La note, elle contient le numéro de contrôle, le CNE et la note. Ici, on a le numéro de contrôle et le CNE détermine la note. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une clé composée. Une clé composée. Une dépendance fonctionnelle est une propriété sémantique. Elle correspond à une contrainte supposée toujours vraie du monde réel. C'est-à-dire, supposons que je prends un étudiant. Le principe de ça, c'est le suivant. Je prends un étudiant. Un étudiant, il est connu par son CNE. Mais en tant que personne, il est connu par son CNI. C'est-à-dire le code de la carte nationale d'identité. Alors, quand je suis à la fac, au sein de la fac, l'étudiant sera défini par le CNE. À partir du moment où je sors à l'extérieur, c'est le CNI qui définit l'étudiant. Donc, ça dépend de là où je me situe, et c'est ça ce que ça veut dire qu'il a une propriété sémantique. Les dépendances fonctionnelles élémentaires, ou bien ce qu'on appelle les dépendances fonctionnelles complètes. X, supposons que X détermine A, et A est un attribut unique non inclus dans X. D'accord? On dit que X dépend complètement, que A dépend complètement de X lorsqu'il n'existe pas un sous-ensemble de X, X' qui détermine A. Lorsqu'il n'existe pas un sous-ensemble de X, qu'on appelle X' qui détermine A. Ça, c'est ce qu'on appelle la dépendance fonctionnelle complète. On peut voir un exemple très simple lorsque je prends la référence d'un produit. La référence d'un produit. Le numéro de la facture. Je prends la quantité et je vais prendre le prix unitaire. Alors, je regarde. La référence du produit, au début, il détermine les deux. Il détermine la quantité et le prix unitaire. Mais, est-ce qu'il n'y a pas un sous-ensemble, ou bien un sous-ensemble ici, qui peut déterminer des éléments? D'accord? Alors, pour déterminer la quantité, on est obligé de passer par la référence du produit, par le numéro de la facture. Ça, c'est sûr. Mais pour déterminer le prix unitaire, on n'a pas besoin de la facture. On n'a pas besoin de la facture. Donc, il n'y a pas une dépendance fonctionnelle complète entre le prix unitaire et ces éléments-là. Et donc, dans ce cas, le prix unitaire ne doit pas faire partie de cette partie. On doit créer une autre relation dans laquelle on va mettre, si vous voulez, le prix unitaire. Donc, pour que ces éléments soient dans la relation, il faut qu'il y ait une dépendance fonctionnelle complète avec les relations. Et ça on l'utilisera surtout dans les associations qu'on avait vues dans le modèle entité à association. La clé d'une relation, c'est un attribut ou un groupe minimum d'attributs qui détermine tous les autres. Donc, la clé, c'est ça. Référence produit, par exemple, le numéro de facture, c'est une clé. Des exemples dans le produit. Numéro de produit, nom, prix unitaire. Le numéro de produit détermine le nom et le prix unitaire. Donc, le numéro de produit est une clé primaire. D'accord? C'est une clé. Une clé détermine un uniplet de façon unique. C'est-à-dire que je ne trouverai jamais deux étudiants qui ont le même CNE. On ne trouvera jamais deux étudiants qui ont le même CNE. Pour trouver la clé d'une relation, il faut examiner attentivement les hypothèses sur le monde réel. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je prends le CNE et le CNI. Ils permettent de déterminer tous les éléments d'un étudiant. Mais le choix
d'une clé, le choix d'une clé dépend de, si vous voulez, de l'entourage dans lequel je suis en train de travailler. Et ces clés-là, c'est ce qu'on appelle des clés candidates. Des clés candidates. Donc, quand je prends des éléments quelconques, j'essaie de choisir quelles sont les clés candidates. Et la clé primaire, ou bien la clé de la relation, sera choisie selon le contexte dans lequel je suis en train de travailler. Donc, c'est le choix d'une clé parmi d'autres clés. Une clé étrangère ou une clé secondaire. Bien. Le principe, c'est qu'on doit trouver un moyen pour dire, par exemple, qu'il y a une relation entre un étudiant et un module. Pour dire qu'il y a une relation entre une facture, il faut expliquer à l'ordinateur quoi il y a des liens qui relient, en quelque sorte, les différentes relations. Alors, pour ce fait, on définit ce qu'on appelle une clé étrangère. Une clé étrangère, la définition d'une clé étrangère, c'est qu'une clé, c'est un attribut ou un groupe d'attributs qui fait référence à une clé dans une autre table ou bien dans une autre relation. Il fait référence à une clé primaire dans une autre relation. C'est-à-dire, dans la relation dans laquelle je suis en train de travailler, c'est un attribut simple, mais il joue le rôle de clé dans une autre relation. Par exemple, prenons catégorie, numéro de catégorie, il est connu par numéro de catégorie, la désignation et la TVA. Le produit, il est connu par le numéro de produit, le nom, la marque, le numéro de catégorie et le prix unitaire. Alors, dans ce cas, le numéro de catégorie d'un produit est une clé étrangère. Le numéro de catégorie d'un produit est une clé étrangère, puisqu'il joue le rôle de clé primaire dans catégorie. Maintenant, comment fera-t-on pour optimiser les éléments d'une base de données quelconque, c'est-à-dire les relations qui sont portées par une base de données. Donc, on aura deux choses à voir. On aura à voir les règles d'intégrité et puis les formes normales, la normalisation des relations. Les règles d'intégrité sont des assertions qui doivent être vérifiées pour que les données contenues dans une base doivent être vérifiées par les données contenues dans une base quelconque. Ces informations nous permettent, premièrement, ces règles nous permettent premièrement d'optimiser la base de données et de ne pas avoir des redondances dans la saisie et un certain nombre de problèmes qu'on peut discuter dans les séances de TD. Ces intégrités sont l'intégrité de domaine, c'est-à-dire l'intégrité de l'ensemble dans lequel sont puisées les informations, l'intégrité de la clé, c'est-à-dire quelles sont les conditions qui doivent être vérifiées par la clé, et puis on a l'intégrité référentielle, c'est-à-dire quels sont les différentes, quel est le lien qui existe exactement entre une information qui joue le rôle de clé primaire dans une relation et les clés étrangères dans une autre. La gestion automatique des contraintes d'intégrité est l'un des outils les plus importants d'une base de données. Elle justifie à elle seule l'usage ou bien l'utilisation des bases de données. On commence par l'intégrité de domaine. Les valeurs d'une colonne de relation doivent appartenir au même domaine correspondant. Je ne peux pas définir un domaine qui est par exemple réel et je vais mettre les chaînes de caractères dans ce domaine, dans les colonnes correspondant à ce domaine. Il faut contrôler les valeurs des attributs, il faut contrôler les valeurs qui existent entre les attributs. Surtout quand je parle de la clé primaire et de la clé étrangère, comme on va voir tout à l'heure. La deuxième, c'est l'intégrité de la clé. Les valeurs des clés primaires doivent être uniques et non nulles. Qu'est-ce qu'on entend par non nul? Unique, on l'a déjà dit. Non nul, ce sont des valeurs qui sont inconnues. N'importe quoi, mettre n'importe quoi dans la clé primaire, ça ne marche pas. Ou je peux mettre n'importe quoi dans les autres attributs, je peux les laisser vides, mais la clé primaire doit être bien, les informations portées par la clé primaire doivent être bien définies. Dans toute extension possible d'une relation, il ne peut exister deux enuplés ayant la même valeur pour les attributs clés. On ne trouvera jamais deux étudiants qui ont le même CNE. Jamais. On ne trouvera jamais deux étudiants qui ont le même CNE. L'intégrité référentielle, et c'est la plus importante. L'intégrité référentielle, c'est à elle de nous définir le lien qui doit exister entre les relations. Et comment sera ce lien-là? Le lien qui fait comment il va être entre les différentes relations. Les valeurs des clés étrangères sont non nulles
sont des valeurs de la clé primaire auxquelles elles font référence. Je m'explique. Je reviens sur le cas de, par exemple, un client. Il est connu par le numéro du client, le nom et d'autres informations. Toujours, on met en gras la clé ou bien on la souligne. Et puis, je vais prendre une facture. Le numéro de la facture, la date, et puis le numéro ou bien le code du client. Bien. Dans ce cas, le numéro du client, c'est une clé étrangère. C'est une clé étrangère. L'intégrité référentielle vous dit que les valeurs qui sont portées par le numéro du client ici, doivent être soit nulles ou bien des valeurs qui sont issues du numéro de client. C'est-à-dire que l'ensemble des valeurs qui sont portées par le numéro de client ici est inclus dans l'ensemble des valeurs du numéro de client qui est dans le client. C'est ça, si vous voulez, c'est ce qu'on entend par l'intégrité référentielle. L'avantage de l'intégrité référentielle est le suivant, les avantages. Par exemple, supposons que l'on prend la relation au lieu d'avoir la liste des notes. La deuxième forme normale concerne ce qu'on avait vu dans le modèle entité-association, à savoir les associations, la transformation des associations. On avait dit que l'identifiant d'une association quelconque, c'est la concaténation des identifiants des objets qui composent l'association. Donc, il faut être sûr qu'on a une dépendance fonctionnelle complète des informations qui sont portées par l'association avec cette concaténation des clés. Une relation est en deuxième forme normale si il est en première forme normale, parce qu'elles sont cumulatives, et si tout attribut n'appartenant pas à la clé ne dépend pas d'une partie de la clé. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure dépendance fonctionnelle complète. C'est la phase d'identification des clés. Cette étape évite certaines redondances. Tout attribut doit dépendre fonctionnellement de la totalité de la clé. Tout attribut doit dépendre fonctionnellement de la totalité de la clé. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure ici. Le préunitaire, cette relation n'est pas en deuxième forme normale, puisque le préunitaire dépend d'une partie de, si vous voulez, de la clé. Exemple, je considère la relation qui est en première forme normale, qui n'est pas en deuxième forme normale. Commande, la date, le numéro et le numéro de produit, et puis la quantité et le préunitaire. Et il n'est pas en deuxième forme normale parce que le préunitaire dépend, si vous voulez, du numéro de produit. Il dépend du numéro du produit. Le préunitaire dépend du numéro de produit. Donc, il faut que le préunitaire sorte de cette relation et on va essayer de créer une autre relation dans laquelle on va mettre le préunitaire. C'est ce qu'on a mis ici, donc produit, numéro de produit, le préunitaire, et je supprime le préunitaire. Attention, il ne faut pas supprimer pour le plaisir de supprimer. On supprime, mais on crée une autre relation. Toutes les informations sont importantes. On ne doit pas supprimer les informations. La troisième forme normale. La troisième forme normale vient du fait que tous les attributs qui sont portés par une relation, à part la clé, sont indépendantes entre elles. Les informations qui sont portées par la clé, par la relation, à part la clé primaire, sont indépendantes entre elles. Il ne doit pas y avoir de relation entre les éléments qui sont portés par une relation quelconque. D'accord? Une relation est en troisième forme normale si elle est en deuxième forme normale, donc automatiquement aussi en première forme normale. Et si tout attribut n'appartenant pas à la clé ne dépend pas d'un attribut non clé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépendance à l'intérieur de la relation. Les éléments qui sont à l'intérieur de la relation doivent être indépendants. Par exemple, le nom et le prénom, il n'y a pas de lien entre le nom et le prénom. Il n'y a pas de lien direct entre le nom et le prénom. D'accord? Ce qui met ensemble le nom et le prénom, c'est le CNE. C'est ça ce que leur donne
c'est le CNE qui leur donne un sens. Ceci correspond à la non-transitivité. Ceci correspond à la non-transitivité. C'est-à-dire qu'il faut enlever la transitivité dans les relations. En troisième forme normale, une relation préserve les dépendances fonctionnelles et est sans perte d'informations. On ne va pas perdre les informations, sauf qu'on va éclater la relation. La relation sera éclatée en deux relations. Lorsqu'on a la transitivité, on éclate la relation en deux éléments. Un contre-exemple. Supposons que je prends la relation qui est en deuxième forme normale, qui n'est pas en troisième forme normale. C'est une voiture quelconque. Il est connu par son immatriculation, sa marque, son modèle et sa puissance. Alors, ici, lorsque tu passes comme ça, les gens te reconnaissent avec le matricule de la voiture. Les gens ne reconnaissent que le matricule de la voiture. Si on a un problème, c'est le matricule de la voiture qu'on utilise. Donc, le matricule, automatiquement, c'est la clé primaire de la voiture. Et puis, on a les attributs suivants. La marque, le modèle et la puissance. La marque et le modèle et la puissance. Donc, pour que la troisième forme normale soit vérifiée, il faut que la marque, le modèle et la puissance soient indépendants. Il faut que la marque, le modèle et la puissance soient indépendants. Mais avant d'acheter une voiture quelconque, sa puissance, elle est déterminée par son modèle et parfois, si vous voulez, sa marque. Par la marque et parfois le modèle. La puissance. Avant d'acheter une voiture, la voiture n'a pas d'immatriculation, mais sa puissance, elle est connue. Il est connu à partir de quoi? Il est connu à partir de sa marque et de son modèle. Donc, on a la transitivité. La transitivité dans le sens où le matricule, il détermine la puissance, la marque, le modèle. Il détermine la puissance, la marque et le modèle. D'accord? Parce que ça, c'est la clé primaire. Mais en fait, lorsque je fais une étude de ce qui se passe ici, je vais me retrouver avec la marque et le modèle qui déterminent la marque et le modèle qui déterminent la puissance. La marque et le modèle qui déterminent la puissance. Donc, on a ici une transitivité. Il faut supprimer cette transitivité. Mais on ne va pas la supprimer de n'importe quelle manière. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'on va gagner lorsque j'enlève la transitivité? Et ça, c'est très important. Supposons que je dispose de la relation voiture. Donc, la relation voiture, elle contient le matricule, la marque, le modèle, et puis la puissance. Supposons que je veux saisir 1000 voitures. 1000 voitures qui sont de même marque et de même modèle. Je vais saisir de 1, 2, jusqu'à 1000. La marque, je vais l'appeler X. Elles sont toutes de même marque. C'est la marque X. Elles sont de modèle, toutes de modèle 2019. Et ils ont la même puissance, par exemple, c'est 7 chevaux. Ils sont du même modèle, 7 chevaux. Ça, c'est ce que j'ai au début. Donc, c'est la voiture qui ne vérifie pas la troisième forme normale. Maintenant, à partir du moment où j'ai dit que la marque et le modèle déterminent la puissance, je vais essayer d'éclater, en utilisant la troisième forme normale, je vais essayer d'éclater ma relation et je vais obtenir voiture qui contient le matricule, la marque et puis le modèle.
Et puis, je vais ici mettre le modèle, une autre relation qui s'appelle modèle. Il doit contenir le matricule, la marque, et puis la puissance. On va voir qu'est-ce qu'on va gagner. Ça, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas optimisé. Ça va nous donner des redondances dans la saisie. Je vais mettre la voiture. Je vais saisir la voiture. Donc, je vais mettre ici le matricule, la marque, la puissance. De la même manière, je vais mettre de 1 jusqu'à 1000. Je vais mettre ici X, la puissance, le modèle. Donc, c'est le modèle. La puissance ici. Oui. Le modèle, je vais mettre ici, c'est 2019. Et puis, je vais saisir le modèle. Je vais avoir donc la matricule, le modèle, donc je vais ici la marque, le modèle et la puissance. Donc le modèle, je vais saisir le modèle, donc on va avoir ici la marque, le modèle et puis la puissance. Je vais mettre ici la marque CX, je vais mettre ici 2019, je vais mettre ici 7 chevaux. Vous voyez très bien que ce qu'on a gagné, ce qu'on va gagner, ça c'est un exemple qui est très simple. C'est que lorsque je n'ai pas la troisième forme normale, j'ai dû saisir le matricule 1000 fois, la marque 1000 fois, le modèle 1000 fois, et puis la puissance 1000 fois. Après normalisation, c'est-à-dire lorsque j'ai fait la normalisation, j'ai créé deux relations. La relation voiture avec le matricule, la marque et le modèle. Donc les clés, ici c'est le matricule, ici c'est... Et puis le modèle avec la marque, le modèle et la puissance. Vous voyez très bien que dans la voiture, on va saisir le matricule 1000 fois, on va saisir la marque 1000 fois, ça n'a rien changé, et on va saisir le modèle 1000 fois. Mais ce qu'on a gagné, c'est qu'on va saisir la puissance une seule fois au lieu de la saisir 1000 fois. Et ça, c'est un exemple qui est très simple. Au lieu de saisir la puissance 1000 fois, supposons que nous avons d'autres informations sur la voiture. On a saisi ici 1000 fois, et dans cette partie, on va saisir une seule fois, c'est-à-dire on va gagner sur le plan de saisie des informations. Donc ça, c'est la première partie de ce cours. La prochaine fois, on essaiera de parler un petit peu des méthodes de passage du modèle entité-association, qui est un modèle abstrait, vers le modèle relationnel, les règles de passage du modèle entité-association vers le modèle relationnel. Après, on parlera, si vous voulez, de l'algèbre relationnelle, c'est-à-dire de la théorie. Et puis, en dernier lieu, on verra bien le modèle relationnel en utilisant un SGBD quelconque qui est SQL. Merci.